Merci à vous tous de m'accueillir dans ce colloque. C'est avec plaisir que je préside cette séance en tant que vice-président aux affaires internes de l'AEGA, l'Association des étudiants gradués en études anciennes. Ça regroupe tous les étudiants des deuxième et troisième cycles en études anciennes, un programme qui, comme vous le savez peut-être, touche en fait à tout ce qui concerne l'Antiquité. Et dans une moindre mesure au Moyen Âge également, que ce soit la philosophie ancienne, les littératures et langues anciennes, ou encore les sciences des religions et les religions de l'Antiquité, pour ne nommer que ces domaines. Il y a également l'archéologie, l'histoire, bien entendu. Sans plus attendre, je vais présenter le conférencier qui va nous faire une présentation sur l'héritage critique de la Grèce antique à l'ère du transmédia, essentiellement la transmission du savoir à l'époque du numérique. Donc, M. Jean-Samuel Anger, le conférencier qui donnera cette conférence à l'instant, il est candidat actuellement à la maîtrise en philosophie sous la direction de Jean-Marc Narbonne. Il a complété auparavant un certificat en études cinématographiques et actuellement, il travaille sur le 5e épisode des Lumières grecques qui va traiter du mouvement sophistique et puis qui va incorporer de nombreuses séquences animées. Ce qu'il a appris en études cinématographiques lui servira donc dans le cadre de ce projet-là. La parole est à lui. Donc, bonjour à tous, merci. Donc, je voudrais revenir sur quelque chose. En fait, le 5e épisode, contrairement aux autres, sera un long métrage en 3 parties. Changer un peu la méthode, qui s'inspirera davantage du cinéma plutôt que de la vidéo, telle qu'on le retrouve sur Internet. Ma présentation va être extrêmement courte puisque à la suite de celle-ci, on va diffuser l'épisode 4, donc mon dernier épisode en date, Les Lumières grecques. Donc ensuite, je vais répondre à quelques questions. Donc pour commencer, le projet des Lumières grecques s'articule avant tout dans la chaire de recherche en Antiquité critique du Canada, une chaire dirigée par Jean-Marc Narbonne. Le but principal est de promouvoir, de donner des exemples, c'est-à-dire de donner des repères visuels, de médiatiser, de démocratiser ces recherches-là qui traitent essentiellement de l'héritage grec culturel, aussi politique, aussi esthétique et aussi critique. Donc, de certains mouvements qu'on appelle lumière grecque, qui commencerait vers environ au moins 400 avant Jésus-Christ, il n'y a pas vraiment de date de fin. C'est intéressant parce qu'on peut à peu près le dater au niveau du temps, mais on ne peut pas vraiment le donner une date de fin réelle parce qu'on pourrait le prolonger jusqu'à la deuxième fête sophistique, par exemple, avec les histoires véritables de Samosate, par exemple. On a encore également un esprit qui se rapproche de ce qu'on a trouvé avec les sophistes de l'époque d'Aristote, Platon, Socrate, donc de la période classique essentiellement, qui est là ce réel foisonnement. Et lorsqu'on se penche un peu sur les Lumières grecques, on observe que ça vient essentiellement d'Athènes. Donc, c'est d'Athènes qui a été ce phare central, d'où laquelle est venue une certaine forme de première théorisation, en fait. Parce qu'on peut très bien dire qu'avant, il y avait de l'esthétique, oui, dans d'autres cultures. Il y avait effectivement la démocratie, possiblement dans certaines petites bourgades africaines ou de Thrace, mais il n'y avait pas de théorie autour. Il n'y avait pas de travail intellectuel, ni un travail de consigner qu'est-ce que c'est, ou encore de la critiquer, comme on peut le retrouver chez Platon, entre autres, et voir chez Socrate à travers les lignes. Mais c'est un peu ça l'essentiel des Lumières grecques, c'est ce premier travail d'asseoir textuellement, d'asseoir aussi du niveau d'une réflexion serait une théorisation sur la réalité. Et auparavant, il était davantage orale et religieuse. Donc, même histoire des mathématiques avec la première, je dirais, la première forme de philosophie, celle qui est venue de Milet, avec Thalès de Milet, qui lui, par exemple, adaptait les mathématiques qui servaient uniquement à la théologie pour s'en servir, par exemple, pour des prévisions météorologiques. Donc, on a déjà cette forme de détournement, déjà dans les premiers temps de la Grèce, déjà un peu avant l'époque classique. Et c'est un peu ça aussi que les Lumières grecques tentent de mettre en avant, c'est de présenter sous un jour différent, un jour moderne, cet héritage-là. Donc, la série s'est articulée jusqu'à maintenant avec 4 épisodes qui traitaient essentiellement de la Grèce, donc l'Athènes, un peu l'opposition avec Sparte. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur des figures particulières. Donc là, c'est les figures des sophistes qu'on va tenter, en fait, je dirais, de redorer à partir des recherches historiques qu'ils ont faites, notamment la recherche de Jean-Marc Narbonne sur Protagoras et la démocratie, puisqu'il faut savoir que Protagoras, par exemple, ou encore Alcidamas, qui sont 2 sophistes,
avait des idées particulièrement novatrices par rapport à la philosophie où c'est l'esclavage. Damas, c'est un des seuls que l'on connaît qui s'est fermement opposé comme sophiste à l'esclavage. Alors que, comme on sait, Aristote, malgré sa très grande prudence, n'a pas pu faire le pas pour dénoncer cet esclavage qu'il considérait comme, selon lui, naturel dans certains cas. Pas dans tous, mais dans certains cas. Donc, l'objectif de cette prochain triptyque est vraiment de montrer un peu Protagoras, qui sera un peu je dirais pas la star, mais le point central de cet épisode-là, et montrer à quel point le relativisme est intrinsèquement lié à la démocratie. Donc, sans plus attendre... De la Grèce antique nous sont venues diverses lumières. À nous de les explorer, de les méditer et de les prolonger. Êtes-vous prêts? On parle des Lumières parce qu'au XVIIIe siècle aussi, une tradition liée au débat démocratique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tradition critique pour la Grèce? Pourquoi est-ce qu'on mentionne ça? Nous parlons de la démocratie grecque et de la démocratie en général parce que l'on voit apparaître aujourd'hui des personnages et des courants de pensée dont les actes sont autant d'éclaboussures sur la démocratie. Nous ne croyons plus en la démocratie car nous voyons des gens en faire des pastiches et la dénaturer, la plonger en eau trouble. L'expérience démocratique est pourtant l'expérience politique la plus extraordinaire qu'on ait pu connaître depuis 2 siècles. Mais elle est évidemment malmenée et réduite dans certains cas à néant. Il ne faut pas toutefois jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est nécessaire de conserver les principes qui nous animent tout en restant vigilant sur tous ces détournements. Toutes ces défigurations de la démocratie doivent nous renforcer dans notre intention de nous tourner vers ces sources grecques pour consolider nos convictions sur le fait que l'éveil démocratique, l'intelligence démocratique, l'équilibre qu'elle peut produire entre ses citoyens, que tous ces éléments sont ceux dont nous avons besoin pour défendre les acquis qui sont les nôtres à l'heure actuelle, maintenant, aujourd'hui. Ceux-là même qui sont indispensables pour la construction et la défense de la société ouverte de demain. Retour vers le mouvement démocratique. Il faut savoir aussi que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce mouvement, c'est le fait qu'on ne savait absolument pas sur quoi il allait exactement déboucher. Il y a un historien allemand que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Meyer qui dit « Les Grecs n'avaient aucune idée des possibilités de la démocratie avant de l'instaurer parce que avant eux, il n'y avait pas eu de Grecs. » Il n'y avait pas eu de Grecs, donc c'est-à-dire qu'ils inventaient au fur et à mesure un système. Et là, on voit 2 choses se mettre en place. D'une part, un mouvement populaire, un mouvement social et culturel exiger de plus en plus de pouvoir, et de l'autre côté, en parallèle avec ça, la mise en place peu à peu d'institutions accompagnant ce mouvement. Donc, il y a des assises institutionnelles qui sont développées et ces bases institutionnelles sont fondamentales, mais d'autre part, il faut un mouvement du peuple. Il faut qu'il y ait une volonté des gens de vivre sous un tel régime. Et
ce processus renforcé, d'un côté la naissance des institutions, de l'autre la volonté du peuple de s'affirmer, ces deux choses mises ensemble ont fini par jeter les bases de cette première démocratie déployée. Il existe une jolie formule en allemand qui dit durch die Griechen zu uns selbst zurück, c'est-à-dire à travers les Grecs, de retour vers nous-mêmes. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire non pas de rester collé aux Grecs, non pas de prendre les Grecs comme un paradigme, mais de s'inspirer d'eux pour aller plus loin dans le sens de la démocratisation et de la liberté. Je me demande si on ne peut pas envisager la modernité plutôt comme une attitude que comme une période de l'histoire. Par attitude, je veux dire un mode de relation à l'égard de l'actualité, un choix volontaire qui est fait par certains, enfin une manière de penser et de sentir, une manière aussi d'agir et de se conduire, qui tout à la fois marque une appartenance et se présente comme une tâche. Un peu sans doute comme ce que les Grecs appelaient un ethos, et par conséquent, plutôt que de vouloir distinguer la période moderne des époques pré- ou post-modernes, je crois qu'il vaudrait mieux chercher comment l'attitude de modernité, depuis qu'elle s'est formée, s'est trouvée en lutte avec des attitudes de contre-modernité. Retour vers les contemporains. Tous les auteurs et philosophes importants de la modernité sont encore un exemple de retour aux Grecs. Qu'on prenne Heidegger, qu'on considère Derrida, Foucault, et bien d'autres encore, Popper, Bergson, etc., tous ces auteurs ont senti le besoin de se retourner vers la source conceptuelle de notre tradition, la source critique, et ça c'est la Grèce. Et ce n'est pas un signe banal, c'est un témoignage extrêmement fort du besoin que nous avons d'aller à la source des concepts qui travaillent en nous et dont nous avons besoin pour expliquer le monde. Michel Foucault est un autre exemple tout à fait typique de l'ouverture du message grec et de la tradition gréco-romaine. Michel Foucault, dans son Histoire de la sexualité, a voulu retourner vers la tradition grecque, puis gréco-romaine, pour re-questionner à la base, d'une manière fondamentale, notre rapport à la sexualité, au plaisir, et notre rapport aussi aux limites qu'on doit lui imposer et à la sorte de discipline qu'on doit lui respecter à son égard. Et en ce sens-là, Michel Foucault refait le geste dont on parlait il y a un instant par rapport que Lévinas avait fait, c'est-à-dire de retourner vers les sources. Et dans le projet démocratique que l'on cherche et esthétique que l'on cherche à mettre de l'avant, à mettre en avant et à défendre, c'est exactement le même geste que nous faisons. Nous retournons vers les Grecs pour aller chercher les racines vives de la démocratie. Il y a des points très intéressants à développer entre Bergson d'un côté et Popper de l'autre. Vous savez, les deux ont parlé de la société ouverte à partir de sources différentes et dans des orientations pas toujours compatibles, mais il reste que les deux ont perçu que l'ouvert, le premier ouvert historiquement parlant, c'est la Grèce.
c'est la démocratie grecque, c'est la relation critique au monde qui s'est instaurée en Grèce. Et puis ensuite, pour les deux, cette expérience déterminante des Hellènes a façonné l'histoire ultérieure. De ce point de vue-là, même si Bergson a une approche beaucoup plus mystique et religieuse que Karl Popper, malgré tout, les deux reconnaissent ce trait commun à la culture grecque. Et c'est cela que nous aussi, nous devons aller chercher et dont nous devons nous inspirer à notre tour. Il faut la poésie, disais-je, pour que le rapport de l'être parlant à ses proches échappe, par exemple, aux dégradations que lui fait subir la production d'idéologie. Et qu'est-ce que cela signifie, sinon que la création poétique est le ferment naturel de l'esprit démocratique, dont la seule définition radicale est la reconnaissance par chacun de la pleine dignité des autres êtres. Sans poésie, pas de démocratie, bientôt. Retour vers la culture. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Es-tu venu prier les dieux, Jason? Eh bien, un autre thème qui est très facile, c'est la question de la liberté artistique. La liberté de créer, d'inventer des histoires. Et on a plusieurs exemples de ça, notamment dans la comédie. La comédie à Athènes est très brillante, elle est très provocatrice, et puis le poète, par exemple Aristophane, qui écrit les comédies, est très critique par rapport à la vie politique et aux mœurs et aux coutumes des gens tout autour de lui. Et donc cette licence poétique, cette liberté poétique est fondamentale, et elle va de pair aussi avec cette cité démocratique ouverte. On ne voit pas l'équivalent à Sparte. Nous sommes des Spartiates! On ne voit pas l'équivalent dans d'autres cités où le régime est beaucoup plus, comment dirais-je, militaire. Beaucoup plus hiérarchisé, où la voix ne peut être que descendante, jamais ascendante, etc. Donc cette question de la liberté poétique est fondamentale, et elle va traverser toute l'histoire grecque. Liberté poétique, liberté politique, liberté démocratique, démocratie antique, esprit critique, ouverture philosophique, ouverture politique, ouverture critique. L'ouverture critique, c'est quelque chose qui se présente sous divers aspects. Et puis, on peut donner un autre exemple de ça, par exemple, chez Homère. Homère, le grand poète, le poète le plus important de la Grèce antique, qu'est-ce qu'on trouve chez Homère? Certains récits sur les dieux. Mais Homère ne représente pas, qu'on pense à l'Iliade ou à l'Odyssée, Homère ne représente pas un texte sacré. Ce sont des interprétations, des lectures traditionnelles sur les dieux, mais chaque poète a sa version. Donc il n'y a pas de version autorisée en tant que telle, il n'y a pas de texte sacré. Il y a des textes inspirés et dont nous pouvons nous inspirer. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, ça donne qu'il y a une certaine liberté interprétative dans le rapport au divin. Et puis vous savez, en raison du polythéisme grec, il n'y a pas qu'un seul Dieu, tout n'est pas concentré en une seule divinité, mais il y a une sorte de jeu entre les diverses divinités, tant et si bien que là aussi, il y a une possibilité interprétative extrêmement grande. Et puis, cette liberté d'invention, de narrativité par rapport aux différents dieux, eh bien, c'est un peu ça quand même qui a rendu possible le discours philosophique, qui lui aussi parlera des dieux, mais d'une manière plus scientifique, hein, en les comparant à des forces,
à des puissances dans le cosmos, etc. Donc on voit là un développement avec une liberté de créativité et de réinterprétation qui est fondamentale, je crois, dans l'histoire. D'où suit que ce qu'on doit à l'autre être humain n'est pas de s'enferrer avec lui dans des sacrifices mutuels qui ne font qu'aggraver l'emprise du concept sur les événements et les êtres. Ce qu'on lui doit, c'est la parole de poésie, avec d'ailleurs l'espérance qu'une raison vraiment avertie de la finitude, une raison née de l'alliance du philosophique et du poétique, pourrait apporter des solutions aux problèmes les plus concrets de la société. L'importance que revêtent l'art et l'esthétique dans la tradition grecque est d'autant plus remarquable que leur développement va de pair avec une réflexion philosophique profonde sur leur nature, leur signification, leurs applications ainsi que sur leur finalité. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la musique? La peinture, la sculpture, la poésie, la tragédie, la littérature? Ces réflexions, notamment dans leur axe aristotélicien, parce qu'elles y sont tout particulièrement innovantes et ouvertes à la créativité, ont, dans une large mesure, fait notre modernité, ou y ont considérablement contribué. Phoenix, he's you. No pressure. Thanks. I think. The world was new. The gods defeated the Titans. Et donc, on voit par là l'importance du thème des arts. Et il y avait des concours artistiques dans l'Antiquité, à Athènes, des concours musicaux, des concours de chant et des concours pour les pièces de théâtre, bien évidemment, lors des grandes Dionysies et les Linéennes, des concours de tragédie et des concours de comédie. Donc, cette activité, comment dirais-je, culturelle était fondamentale. Et d'ailleurs, Périclès en parle dans l'Oraison funèbre. Il nous dit, nous avons, pour dissiper la mauvaise humeur et la mélancolie, nous avons établi dans l'année toute une série de fêtes pour nous changer les humeurs. C'est littéral, hein? Et donc, cet intérêt donc, pour la culture est fondamental chez lui. Il y a même Périclès qui nous dit, au fond, nous, quand nous nous battons contre Sparte, nous nous battons pas seulement pour défendre notre cité, mais c'est comme s'il disait pour défendre une certaine forme de civilisation. Et c'est ça qui est intéressant et que l'on doit, je crois, retenir. Para papa peripata paparure parereto pepe paribore pepero popero popete pra papa papa priputepe papa priputepe papato pepe paribore pepero poporepe perero papara papa peripata paparure parereto pepe paribore pepero popero popete pra papa papa priputepe papa priputepe papato pepe
paribore pepero popore perero. Ripi mara para ba pripi mara para ba piribi piribi mara para ba pripi mara para ba ripi mara para ba piribi piribi mara para ba piribi piribi mara para ba piribi piribi pa.